Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les studios de Mediapart. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une discrimination dont on parle peu, une discrimination qui touche les personnes en surpoids, les gros, les obèses, la grossophobie. Que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la rue, à l'école, au travail, la violence à l'égard de celle et celui qui n'affiche pas un poids aux normes du diktat de la minceur et de la beauté peut être particulièrement violente. Et ils sont des millions dans une France qui compte un habitant sur 3 en surpoids et plus de 15% d'obèses. Gabrielle Dédier, notre invitée, fondatrice du webzine Ginette Le Mag, brise le tabou en publiant On ne naît pas grosse aux éditions Goutte d'Or, un livre coup de poing sur son parcours de femme grosse. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Vous pesez 150 kg pour 1,53 m et ce poids vous vaut depuis des années de subir rejet, humiliation, des discriminations qui sont particulièrement violentes. Vous avez décidé d'écrire ce livre, tout à la fois récit personnel et enquête journalistique, pour ne plus raser les murs. Et il y a quelqu'un dont vous estimez le travail et que vous n'avez encore jamais eu l'occasion de rencontrer, c'est Jean-François Amédieux. Il est ici à nos côtés. Jean-François Amédieux, bonjour. Vous êtes sociologue, spécialiste des relations sociales au travail ainsi que des déterminants physiques et de la sélection sociale. Voilà des années que vous dénoncez les discriminations liées au physique, à l'apparence, dans notre société et en particulier dans le monde professionnel où il vaut mieux se teindre en blonde pour être embauché. Votre dernier ouvrage, La société du paraître, les beaux, les jeunes et les autres, est paru aux éditions Odile Jacob l'année dernière. Et c'est 14 ans après un autre ouvrage qui a beaucoup compté et qui s'appelle Le poids des apparences. Vous commencez votre ouvrage, Gabrielle, par une citation que vous empruntez à King Kong Theory de l'écrivaine Virginie Despentes. « J'écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. » Qu'est-ce qui vous a poussé à sortir du silence à 37 ans ? Ce qui m'a poussée à sortir du silence, c'était une énième dépression à cause d'un job où je m'étais fait maltraiter, où en fait j'avais été embauchée, je travaillais dans une classe où des élèves avaient des troubles cognitifs et en fait dès le premier jour, l'enseignante avec qui je bossais disait qu'elle ne voulait pas travailler avec une grosse. Que j'étais une double stigmatisation pour les élèves parce qu'ils avaient une étiquette d'handicapés mentaux et qu'en plus ils se tapaient une assistante grosse en gros. Et puis il y a eu du harcèlement toute cette année-là et un jour elle m'a dit que j'étais devant les élèves la 7e handicapée de la classe, on avait 6 élèves. Et là ça a été la fois de trop où je suis allée voir le médecin pour qu'il m'arrête, pour qu'il mette en arrêt jusqu'à la fin de mon contrat parce que je ne supportais plus tout ça. Et ça a été, la suite, ça a été un long moment de déchéance parce que j'avais la trentaine passée, j'avais toujours pas eu de job comme je le voulais. Les jobs que j'avais ou que je réussissais à avoir, je me faisais systématiquement maltraiter, insulter tout ça, c'était tout le temps et donc je me suis sentie très très mal et il y a eu un moment où il a fallu en parler parce que quand je parlais autour de moi de discrimination, de la grossophobie, soit les gens ne connaissaient pas, soit les gens pensaient que c'était un excès de sensiblerie, que c'était des excuses pour raconter une carrière ratée ou ce genre de choses. Et donc, voilà, c'était... il fallait que ça sorte en fait à un moment et il fallait que je dise les choses, j'avais envie de faire un état des lieux de ce que c'est en fait, de peser 150 kilos aujourd'hui en France en tout cas. Et jusque-là, cette grossophobie ordinaire, que ce soit au travail, mais aussi à la boulangerie, vous le racontez très bien, chez le médecin où on devrait pourtant s'attendre à de la bienveillance, vous la ressentiez et vous l'encaissiez sans mot dire. Comment vous réagissiez en fait Mes réactions, en fait, elles dépendaient de l'état où j'étais, en fait. Mais faut se dire que quand vous êtes gros, et bien qu'on vous explique que l'obésité est une maladie, et vous avez quand même une part de culpabilité. C'est très rare de rencontrer un gros qui ne se sent pas coupable d'être gros. Parce que la société vous renvoie que c'est votre faute, c'est pas une maladie, c'est votre faute, vous êtes laissé aller. Voilà, pour l'OMS, c'est une maladie. Depuis 1997, les choses ont été posées telles quelles.
Par contre, dans l'esprit collectif, il n'y a pas de maladie, c'est qu'une histoire de carence de volonté. Et arrête de bouffer, mets tes baskets et va courir, quoi. Aujourd'hui, on sait que 95% des régimes sont des échecs, mais c'est pas pour ça que les médecins continuent pas à vous prescrire des régimes. Et donc, quand on voit qu'on a perdu du poids et que ce poids finit par revenir, enfin, tout ça, en fait, on finit par se convaincre qu'on mérite ces traitements aussi, en fait. Et vous avez fini par vous sentir même de trop dans cette société, à avoir des idées, des pensées suicidaires, à réfléchir à comment vous pouviez mourir pour en finir, à la fois avec cette violence-là qui vous était renvoyée en permanence, mais aussi parce que vous-même, du coup, dans votre corps, vous n'étiez pas bien. Oui, en fait, dans ma courte vie, je me suis coupée, enfin, ou en tout cas, j'ai tenté de me couper 3 fois du monde. Donc, quand j'avais 20 ans, il y a eu un moment où pendant toute une année, je suis restée enfermée dans ma chambre à ne pas sortir, à lire des tas de bouquins, mais à ne pas sortir parce que je ne supportais pas tout ce qui se passait. C'est arrivé aussi après mes études de cinéma où j'arrivais pas à rentrer sur le monde du travail, où c'était toujours trop compliqué et j'ai fait un peu une sorte de blackout pendant 2 ans où je suis retournée chez mes parents et je suis restée cloîtrée. Et ça l'a refait après la perte de ce job où, alors là, j'étais pas cloîtrée, mais j'étais dans une déchéance totale en fait. Je sortais de moins en moins, j'avais des comportements violents envers moi-même. Enfin, c'était pas en fait engloutir de la nourriture pour se faire plaisir, c'était vraiment pour faire éclater l'estomac, hein. Quand je faisais ça, c'était vraiment la recherche d'un état semi-comateux ou comateux pour oublier que j'avais mal à l'intérieur. Enfin, je me faisais mal tout court, mais comme d'autres se scarifient ou comme d'autres font d'autres choses. Donc ouais, j'ai eu ces moments où j'ai eu l'impression de ne pas voir le bout, de me dire mais ça va être quoi ma vie? Enfin, je vais pas raser les murs, c'est pas possible. J'ai envie de faire des tas de choses, j'ai envie de dire des tas de choses enfin voilà, enfin non, il y a personne qui mérite que je m'autoflagelle à ce point. Et voilà, mais c'est lourd, c'est compliqué comme chose en fait. Enfin, en tout cas, pour moi, ça l'a été. Bien sûr. Jean-François, que vous inspire le témoignage de Gabrielle? Comment expliquer ce racisme anti-gros, vous qui travaillez depuis si longtemps donc sur cette question des discriminations liées à l'apparence physique? Et les moqueries, les mises à l'écart, tous ces souffrances finalement qu'elle a connues depuis déjà pas mal d'années, que ce soit au travail ou ailleurs, ça peut être au collège, etc. On sait dans les enquêtes publiques en France depuis déjà pas mal de temps, au moins depuis une quinzaine d'années, que c'est le motif numéro 1 dont souffrent les Français. C'est-à-dire, en fait, statistiquement parlant, ou dans les enquêtes, on y reviendra peut-être après, au travail c'est pareil, on sait que c'est le sujet numéro 1. Ce qu'a vécu Gabrielle, c'est un sujet extrêmement important, quantitativement, qui concerne énormément de monde. C'est le sujet numéro 1 pour les Français, et en fait, on ne le sait pas. Gabrielle vient l'expliquer, elle le raconte, mais enfin, c'est ça qui est fascinant, moi j'ai essayé de le regarder de près, c'est comment, par quel mécanisme on peut à ce point avoir occulté ce qui était la réalité. C'est-à-dire comment on peut avoir oublié aussi longtemps ce qu'est la réalité. Les Américains disent souvent, mes collègues américains disent au fond, le racisme anti-gros ou les discriminations et les moqueries sur les personnes grosses, c'est le dernier type de moquerie ou de discrimination qu'on peut faire indifféremment, sans avoir le moindre problème. Il n'y aura pas de conséquences et tout le monde s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est fascinant, c'est pour ça que c'est très étonnant dans nos sociétés de voir à quel point, au fond, tout ça a été considéré comme normal si longtemps. C'est ça qui est fascinant. C'est vrai au point où, en fait, quand les personnes s'adressent aux personnes grosses, elles s'adressent aux personnes grosses sans filtre. Les gens parlent de vous, devant vous, comme si vous n'existiez pas, en fait. C'est assez déconcertant. Et pour bien prendre la mesure, Gabrielle, est-ce que vous pouvez raconter, par exemple, ce avec quoi vous ouvrez le livre, qui est donc ce qui vous arrive à l'auberge de jeunesse où vous êtes logé? La période qui a suivi cet emploi, ça a été une période de non-emploi, par définition, où je ne touchais pas encore les acédiques, etc. J'ai perdu mon logement parce que pendant les 6 mois de trêve hivernale, je n'ai pas payé mon loyer. Donc à la fin de la trêve, j'ai perdu mon logement. Et je me retrouve en fait dans une spirale où je vais soit à l'auberge de jeunesse, soit je sous-loue, soit je vais squatter ici et là.
Et là, à ce moment-là, c'est septembre de l'année dernière, où j'ai commencé l'enquête du bouquin, et je vais voir mon éditeur à Paris. Donc je suis dans cette auberge, dans le 19e, et puis j'ai passé une soirée un peu arrosée, et dans la nuit, j'entends le rideau, ce sont des lits cabines avec des rideaux, et j'entends le rideau qui s'ouvre violemment, et une fille qui me saute dessus, et je suis à moitié nue, parce que je dormais, et qui m'insulte en fait, et qui me dit pendant mais une durée, j'ai eu l'impression que ça durait des heures, à quel point j'étais grosse, que j'étais dégueulasse, que je la dégoûtais, que j'étais une aberration de la nature. Elle hurle Biggie, Biggie, Biggie. Ouais, elle hurle, elle parlait en anglais, et elle me fait Biggie, 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 enfin, vraiment shame, et elle avait son téléphone, et elle me dit que je suis en live sur YouTube en fait. Et là, je sais pas comment réagir, parce que il y a d'autres personnes, il y a d'autres nanas dans cette chambre, et en fait tout le monde ferme son rideau pendant que ça se passe. Et donc moi j'essaie de la calmer, parce que je me dis c'est pas possible, elle doit pas être normale, elle a pété une durite, on peut pas parler comme ça aux gens. Et donc je lui dis de se calmer, et plus je lui dis de se calmer, et plus elle s'énerve, et jusqu'à ce que je finisse par aller voir la direction, et qu'ils la virent, et moi ils m'ont surclassée, mais j'étais en train d'enquêter sur la grossophobie, il m'est arrivé ça, je vois mon éditeur, j'étais en larmes quand je lui ai raconté, on s'est même posé la question de porter plainte ou pas. Alors justement, vous n'avez jamais porté plainte tout au long de ces années d'humiliation, de rejet, alors que c'est une discrimination, que c'est illégal, mais pourquoi ? C'est différent, parce que là, dans l'exemple qui est donné, on n'était pas sur le terrain de la discrimination. C'était des moqueries, des insultes. Et ce qu'il faut dire, dans mon livre, je le rappelle, c'est que quand vous regardez l'état du droit, il est assez intéressant, c'est que, par exemple, en France, on fait une hiérarchie dans les types de moqueries, d'insultes ou de discrimination. Donc, insulter tout ce que vous avez entendu est moins grave que s'il s'était s'agi de racisme, d'antisémitisme ou de questions, même d'orientation sexuelle, etc. Donc on va hiérarchiser les types de souffrance ou même de discrimination, ce qui est très surprenant. Les esprits ne sont pas encore tout à fait mûrs pour le comprendre, et c'est pour ça que ce que dit Gabrielle est très important, pour que les gens le comprennent. En quoi ce qu'a vécu Gabrielle dans l'exemple qu'elle raconte serait moins important que d'autres types de moqueries, d'insultes, etc. Et ça, mais elle est moins protégée. Donc sur le terrain des discriminations, par contre, là oui, on peut quand même agir, notamment au travail. Là, il y a un cadre légal. Mais ça reste très compliqué. Vous le racontez très bien dans le livre, c'est qu'en fait, on vous en dissuade, en fait, en disant que ça n'ira pas loin. Oui, voilà. En fait, le moment où il est arrivé que j'ai eu un collègue j'ai été victime de harcèlement sexuel. Je suis allée au commissariat de police pour porter plainte. L'argument de ce bonhomme, c'était je vais pas harceler une grosse. Ma femme, elle est belle, elle est bien. Et du coup, on m'a dissuadé de porter plainte en me disant que ce serait beaucoup plus douloureux pour moi que pour quelqu'un d'autre. Ma direction, ça a été la même chose en fait. J'ai été convoquée maintes et maintes fois, et je me suis retrouvée à entendre oui, mais vous savez, il dit que sa femme elle est belle et qu'elle est mince, et on peut difficilement croire qu'il s'intéresse à vous, alors que c'était pas une histoire d'intérêt. On sait très bien que le harcèlement c'est une histoire de pouvoir. Donc voilà, et quand vous vous retrouvez comme ça, c'est moi qui perds mon job de toute façon, et c'est comme ça que je pars l'année d'après en Espagne. Mais en même temps, c'est pareil, j'ai jamais entendu parler de grands procès avec des histoires de discrimination sur le poids. Là, récemment, il y a eu une histoire en Belgique d'une femme chirurgien qui aurait été victime de grossophobie par la nouvelle direction, mais ce sont des choses qu'on n'entend pas, et on sait que ça va durer 3 ans de démarche pour s'entendre dire que de toute façon on est gros. Moi, mon patron, il me disait qu'il fallait que je rectifie le tir en me disant c'était sous-entendu, perdez du poids si vous voulez rester, sinon la porte est ouverte, et c'était c'est très dur à vivre en fait. Mais il y a toujours
Enfin, au fond de moi, je me disais que je le méritais quand même parce que j'étais pas capable de ne pas peser ce poids-là. Enfin, c'était... Donc, dans votre livre, La société du paraître et surtout dans le poids des apparences, et puis de par vos recherches, Jean-François, vous avez montré combien ce que vous appelez la tyrannie du paraître sévissait dans le monde du travail. Et Gabriel en témoigne. Et de ce qui a été vu, c'est que pour être embauché, bon, il vaut mieux être mince, il vaut mieux être beau, jeune, etc. Mais surtout, ce qui ressort de votre étude, c'est que vous avez fait des tests, vous avez envoyé des CV avec la même photo, en changeant la photo, en fait, tantôt un visage mince, tantôt un visage rond, et le résultat... Oui, alors il y a plusieurs types de tests qu'on a fait, vous avez raison, c'est soit avec des hommes en changeant un visage, même pour des centres d'appel, on s'aperçoit que les chances sont dégradées. Le pire, c'est quand même, donc ça peut être 30%, 3 fois moins, ça dépend des types de postes. Si vous prenez des postes, on a fait beaucoup de tests exactement sur le même modèle, pour des emplois occupés par des femmes, par exemple, parce que c'est là que c'est le plus important, encore plus que pour les hommes. Et si vous avez, pour tous les postes en contact avec la clientèle, sans même parler des hôtesses d'accueil, la perte de chance est tout à fait considérable pour une personne qui a une photo où elle est en surpoids, ou un visage obèse. Et donc on l'a fait, je cite ces différents testings qu'on a fait, on en fait régulièrement depuis une quinzaine d'années. Et si vous voulez, il faut se dire que le niveau de discrimination est équivalent à ce qu'on va observer pour des variables dont tout le monde a l'habitude, mais qui peuvent être sur des questions d'origine ou même d'âge, plus de 55 ans. Donc c'est des niveaux de discrimination très importants. Voilà. Alors ça dépend beaucoup des types de postes, ça c'est vrai, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, même quand vous êtes donc, ce qu'on appelle en back-office, c'est-à-dire pas devant le client, il y a quand même une perte de chance, voilà, à l'embauche. Et je crois que c'est important, alors peut-être de le dire tout de suite ici, le problème c'est que justement si on peut faire tous ces tests pour mesurer les discriminations dont souffrent les personnes obèses, c'est parce que en France, malheureusement, on continue à utiliser des photos sur les CV, qu'on continue à trouver ça normal, curieusement, alors qu'il n'y en a pas aux États-Unis, par exemple, mais chez nous, on continue à le faire. Ce qui est tout à fait une anomalie. Par exemple, pour les cadres, c'est absolument effarant. Toutes les enquêtes le montrent. Sur le marché des cadres, on met des photos sur les CV. Donc évidemment, une cadre qui serait en surpoids est instantanément discriminée. Il y a une perte de chance. Et quand on voit aujourd'hui qu'on se met à faire des CV vidéo, à la place du CV papier, on fait des CV vidéo où la personne est filmée pendant 30 ou 45 secondes en pied. Et c'est lancé par Pôle emploi. Et c'est même lancé par Pôle emploi, et même au plus haut niveau de l'État, et même des ministres avaient trouvé que tout ça était une idée très intéressante. C'est surréaliste, enfin c'est inimaginable. Enfin, scientifiquement parlant, si vous voulez, dans le monde entier, tout le monde sait très bien que, évidemment, si vous voyez dans une petite vidéo de 30 ou 45 secondes ou une minute, quelqu'un qui dit quelques mots, qui est filmé en pied, bien sûr, vous allez être influencé par son apparence. Et naturellement, si cette personne est obèse, comment peut-on imaginer que ça n'influence pas le jugement de celui qui le voit ? C'est absolument tellement évident qu'un enfant de 5 ans le comprend. Et toutes les études scientifiques sont absolument sans ambiguïté là-dessus. Donc comment on peut arriver à avoir des idées aussi stupides ? C'est quand même assez effarant. Je l'ai dit d'ailleurs à l'occasion d'un colloque l'année dernière organisé par Pôle emploi sur les nouvelles technologies. D'ailleurs, la précédente ministre du Travail était là et disait le plus grand bien du CV vidéo. C'est quand même grave, enfin, oui. Qu'on ne le réalise pas. Mais vous savez, ce qui est intéressant dans l'affaire du CV vidéo à comprendre et de la photo sur un CV, c'est très intéressant pour notre conversation, c'est pourquoi les gens sont dans l'erreur sur ça. C'est parce qu'ils méconnaissent tout simplement le sort qui est réservé à quelqu'un qui, par exemple, est en situation d'obésité. Ils l'oublient complètement. Donc ils n'ont en tête que, qu'est-ce qui va se passer si je suis noir ou blanc sur une photo ? Ils se disent, ça c'est le sujet qu'il faut examiner. Le reste, au fond, ils n'imaginent même pas que la question de l'obésité ou de la grossophobie puisse exister. Ils ne l'ont pas intégré.
Et même en Europe, d'ailleurs, il n'y a pas que la France, parce que même en Europe, toutes les études que je connais sur l'évaluation des effets, par exemple des CV anonymes, ou tout ce qui est fait sur le sujet, ignorent la question de l'obésité en général. Donc vous voyez, c'est intéressant de noter que au fond, il y a encore, malheureusement, on peut dire dans les élites, un déni, un oubli complet de ces réalités. Je raconte dans mon livre quand même qu'il a fallu, le défenseur des droits, la halte d'avance a été créée en 2005. La loi qui protège les personnes obèses, c'est 2001. Et il a fallu attendre 2013 pour que pour la première fois, le défenseur des droits enfin finissent par dire il y a peut-être un problème de discrimination sur ce sujet. Alors vous êtes battu pour le CV anonyme, il a été enterré, et un des arguments de nos hommes politiques, c'était de dire qu'il serait contre-productif. C'est complètement démenti par les études internationales et européennes dont on dispose sur le sujet. L'étape du tri de CV est une étape qui est très importante pour tous les candidats, ils le savent très bien. Donc si vous êtes déjà éliminé à cause de votre photo ou d'un CV vidéo stupide, c'est certain que vous avez déjà perdu des chances. J'ajoute qu'on sait aussi que les femmes peuvent être directement écartées, grosses ou pas grosses, peuvent être déjà écartées de certains recrutements parce qu'elles sont simplement femmes. Donc il est évident, puis vous pouvez être écarté en raison de votre adresse, etc. Donc beaucoup se fait déjà sur les CV, la première étape. Et puis ensuite on dit, bah oui, mais il y a des entretiens, on va bien voir que la personne est grosse lors de l'entretien, ou noire. Évidemment qu'on va le voir à ce moment-là. Mais, et c'est là que c'est un point important, c'est qu'on n'est pas obligé de ne faire que des entretiens. On peut faire quelque chose de plus intelligent, c'est-à-dire que concrètement, quelqu'un qu'on va recruter, on peut lui faire passer un test de mise en situation professionnelle, on peut tester son intelligence, on peut tester sa personnalité, on peut savoir s'il connaît la comptabilité ou pas, etc. Donc les compétences tout simplement. Oui, non mais c'est quand même la base, c'est quand même la base. Et c'est incroyable que, justement dans l'enquête que le ministère du Travail, on vient de refaire sur les recrutements, vous vous rendez compte quand même qu'à nouveau on constate qu'évidemment l'essentiel des entreprises se bornent à faire un entretien pour recruter. Bah, évidemment, si on fait qu'un entretien, qu'avant on a éliminé les CV souvent pour de mauvaises raisons ou la photo, puis après lors de l'entretien, on va évidemment à un jugement négatif par grossophobie, comme l'explique Gabriel, parce qu'évidemment, comme vous le savez, il y a beaucoup de préjugés très négatifs à l'égard des personnes en surpoids ou obèses. Bon. Donc ils sont jugés comme ayant une personnalité plus faible, etc., moins compétente, moins performante. Donc c'est un florilège. Vous, Gabriel, qu'est-ce que vous auriez pensé, par exemple, du CV anonyme? Est-ce que quand vous cherchez un emploi, vous vous dites, s'il y avait ce CV anonyme, déjà, je pourrais franchir... Moi, je peux vous donner des chiffres, parce que j'en ai. Quand j'étais étudiante, j'ai eu 2 vies étudiantes. J'ai eu une vie étudiante où j'ai fait des études de cinéma et une vie étudiante où j'ai fait des études de sciences politiques. Dans les 2 cas, j'ai jamais trouvé de stage. J'ai des camarades, ils envoyaient 5-10 CV, ils avaient un stage. Je parle de stage non rémunéré, je ne parle même pas d'emploi. Ils envoyaient 5-10 CV et ils avaient leur stage. Moi, je me suis retrouvée à envoyer des 300-400 CV et j'avais même pas d'appel. Il faudrait déjà avoir la chance d'aller au recrutement. Vous expliquez à votre conseiller Pôle emploi, il n'entend pas. Vous l'expliquez, en fait, sans cesse, vous devez vous expliquer de tout. Et moi, en fait, quand j'ai eu ce dernier job et que j'ai fini par avoir ce dernier job, je me suis dit, je n'enverrai plus jamais de CV de ma vie, c'est pas possible, ça sert à rien. Alors il y a aussi un autre point qui est très important, c'est que vous savez que les stages, en fait, en France, sont très souvent trouvés par le réseau. Oui. Comme les emplois d'ailleurs, c'est à peu près 30% au jour d'aujourd'hui. La famille, en particulier pour les stagiaires. Et évidemment, ça c'est aussi une des explications. Avant même qu'on ait pu envoyer un CV, de toute façon, il y a un certain nombre de stages qui sont déjà pourvus autrement. Et c'est un point important, c'est qu'il y a une corrélation de plus en plus importante entre le fait d'être obèse et le milieu social qui est le vôtre, et votre niveau de revenu et votre réseau du coup. Moi, donc évidemment, et voilà, je ne sais pas, je ne connais pas vos origines. En fait, j'habitais dans une cité HLM. Voilà. Et vos parents n'étaient pas cadres ou... Ah non, ma mère fait des ménages et... voilà. Donc c'est exactement ça, c'est-à-dire que parce que c'est ça la réalité, et c'est aussi pour ça que la question de la grossophobie ou de l'obésité a été peu traitée, parce que évidemment, les gens qui sont plutôt des CSP-, comme on dit, ou qui ont des niveaux de revenus plus faibles,
eh ben, vont être plus concernés par cette problématique. Donc automatiquement, quand il faut trouver un stage, vous n'avez pas le réseau des parents pour vous aider à trouver le stage. En cinéma ou en sciences politiques, donc ou ailleurs. Et ça, c'est un élément important, c'est ce lien, cette corrélation entre obésité et puis milieu social. Alors, comment on peut lutter? Alors, le CV anonyme a été enterré. Comment on peut lutter? Comment on peut faire évoluer les mentalités, et notamment dans cette sphère professionnelle? Dans le monde entier, si nous, on a décidé qu'on ne le ferait pas, dans le monde entier, il y a quand même là-dessus des réactions. Et les gens sont en train de réaliser. Par exemple, David Cameron en Angleterre a décidé d'expérimenter à grande échelle le CV anonyme. Les Américains sont de plus en plus intéressés par ça. Donc tout le monde voit à la télé The Voice, la fameuse émission, et tout le monde a réalisé dans le monde entier que finalement, des gens peuvent gagner ce concours en étant obèses, parce qu'ils ont eu leur chance de bien chanter et que ça leur donne des chances. Et moi, je raconte qu'à l'étranger, pas en France, mais à l'étranger, il y a eu plusieurs cas tout à fait intéressants. Donc vous pouvez, en effet, parce que vous chantez bien. Et donc à l'étranger, il y a de plus en plus justement de gens qui réalisent que finalement le CV anonyme est peut-être une bonne idée. En tous les cas, il y a la question de la photo. Donc on peut faire ça en France. Déjà en France, quand même, sur la photo, on pourrait agir. Pôle emploi aurait pu arrêter depuis longtemps cette ânerie de CV vidéo. Donc on peut quand même faire un certain nombre de choses. Mais pour ça, ça suppose que tout le monde prenne conscience du problème posé, qui est celui de la discrimination en raison de l'obésité, de la grossophobie, etc. On va prendre un dernier exemple pour que vous voyez par où ça commence. Ça commence par le fait qu'on ne tolère pas qu'on oublie la grossophobie ou la discrimination en raison du physique quand on fait des enquêtes. Je vais prendre un exemple. Quand, il y a encore un an, quand le ministère du Travail décide de faire une grande enquête sur les discriminations en France en faisant un grand testing à grande échelle sur les entreprises, ça porte sur une seule variable, les origines. Alors, c'est bien, mais moi-même j'ai fait des testings sur le sujet, ça fait 20 ans qu'on en fait. Mais on sait qu'il y a une discrimination en raison des origines. Mais comment aujourd'hui on peut trouver légitime et normal de mener des enquêtes où on veut à toute force ne montrer qu'un seul sujet et oublier les discriminations dont souffrent les personnes obèses, les seniors ou les personnes en situation de handicap? C'est quelque chose de surréaliste parce que je rappelle quand même que dans les sondages du Défenseur des droits, l'apparence physique et le fait d'avoir plus de 55 ans, c'est les deux sujets numéro un dont souffrent de discrimination pour les demandeurs d'emploi. Donc, vous voyez qu'on peut résoudre les problèmes dont on parle de discrimination si déjà, quand on fait des enquêtes, quand les pouvoirs publics le font, eh bien, ils traitent de tous les sujets et pas d'un seul sujet en se disant il n'y a que ce sujet qui compte. Parce que une fois de plus, c'est une sorte de déni, mais c'est plus que ça, c'est du mépris pour des gens qui, je rejoins votre expression et je l'utilise, sont des invisibles. Voilà, on a affaire à des gens qui sont les nouveaux invisibles dans notre société. Alors, Gabriel, votre livre est sorti en juin dernier. Oui. Et ce qu'on peut constater, c'est qu'il remporte un écho médiatique considérable. Parce que vous avez véritablement ouvert le débat sur un sujet qui était totalement tu en France. Ce qu'on remarque quand même, c'est que l'écho est plus fort dans les pays anglo-saxons. Est-ce qu'il y aurait une spécificité française qui ferait que l'apparence physique compte plus dans notre pays? Pourquoi cet écho médiatique à l'étranger? Il y a un fantasme de la femme française, un cliché de la femme française qui est naturellement mince, donc la question des gros en France, personne ne se l'a posée. Là, quand j'ai raconté mon histoire aux journaux étrangers, eux, en fait, ils comprennent pas que ça puisse être comme ça en France, dans un pays de droit. Alors, moi, je leur explique que on est toujours en retard de toute façon sur le traitement des discriminations et de ce genre de choses, mais en fait, c'est assez mystérieux pour eux tout ce qui se passe en France et de découvrir qu'on puisse traiter les gros de cette façon-là. En France, j'ai un grand traitement médiatique et le débat est posé, mais c'est vrai que les angles sous lesquels sont abordées cette thématique sont différents à l'étranger. Mais je pense qu'ils sont différents à l'étranger parce qu'à l'étranger, vous avez quand même ce qu'on appelle des fat studies qui existent depuis les années 70. Donc des études sur...
des études sur le sujet. Quasiment toute la littérature est en anglais sur ce sujet-là. Donc voilà, donc ce sont des choses qu'ils ont déjà prises en compte, je pense. Oui, mais regardez, vous avez passé un an en Espagne. Oui. Donc l'Espagne, on ne traverse pas l'Atlantique. Oui. Vous avez passé un an là-bas et on ne vous a fait aucune réflexion sur votre poids. Là où en France, vous rentrez dans une boulangerie, vous demandez 2 croissants et la personne derrière vous fait une réflexion. C'est ça, c'est exactement ça. En Espagne, en fait, les seules personnes qui m'ont posé des questions sur mon poids en Espagne, c'était des Français. Donc, voilà, c'est jamais un Espagnol ou une autre personne m'a demandé pourquoi j'étais grosse, Et quand j'arrivais à une soirée où il y avait des Français, ça arrivait, c'était presque l'entrée en matière. Ça arrivait dans ah, mais comment t'es devenue comme ça? Oh, c'est un choix de vie ou c'est pas un choix de vie? Vraiment des questions de cet ordre-là. Et en fait, oui. Et dès que je suis, dès que je revenais en France, en fait, que j'étais dans le bus ou dans le train, j'avais cette appréhension-là de rentrer parce que je savais que dès que j'arriverais, il se passerait quelque chose et en général, ça ne loupait pas. Les grossophobes expliquent leur grossophobie en disant que c'est pour notre bien, on va la secouer, hein, peut-être qu'on va lui faire un petit électrochoc et qu'elle va décider de maigrir, mais en réalité, c'est essayer d'éteindre un incendie avec un bidon d'essence. J'avoue que, oui, je suis allée en Angleterre, j'ai pas eu de problème. Je suis allée en Belgique, j'ai pas eu de problème. Je suis allée en Espagne, j'ai pas eu de problème. Quand je suis ici, mon poids, c'est le sujet. Est-ce que notre société française est donc plus tyrannique que... Oui, tout à fait. De toute façon, quand vous prenez Nous, on fait des testings et des comparaisons internationales qu'on a commencé à faire depuis quelques années. Et ça rejoint ce qu'on savait déjà par des sondages européens. Les Français discriminent plutôt plus qu'ailleurs, ils sont plus durs. Alors, sur la question des apparences physiques et de la jeunesse particulièrement, parce que, comme chacun le sait, c'est pour ça que ça fascine bien sûr les Américains et les médias américains, parce que c'est vrai que c'est pas par hasard si la France compte des entreprises qui sont les fleurons de la cosmétique, de la mode, etc. Donc effectivement, les Français ont l'habitude de juger en fonction des apparences, du physique et de la vêture, beaucoup plus qu'à l'étranger. Mais de plus, ils sont assez discriminants, effectivement. Donc c'est ce qu'on observe. En effet, davantage. Alors avec un paradoxe français que je note quand même, parce que les gens ne le savent pas, c'est qu'on est pourtant le seul pays au monde qui a une législation, avec la Belgique, qui a une législation qui protège les personnes en raison de leur apparence physique, et en particulier, bien sûr, de leur poids ou de leur obésité. C'est une exception dans le concert international. Les Américains, justement, qui s'en étonnent, il n'y a que dans l'État du Michigan où ça existe. Et ailleurs, aux États-Unis, une personne obèse qui serait discriminée au travail, elle peut toujours aller se faire voir. Donc c'est pour ça que les Américains, c'est assez drôle qu'ils regardent la France en se disant comment en France ça existe, et deuxièmement qu'est-ce qui se passe. On a une législation sur ça. Alors évidemment, comme toujours à la française, on a une belle loi, elle date de 2001. À l'époque, d'ailleurs, on avait introduit l'apparence physique sans du tout penser à la question des gros. On l'avait fait en pensant à autre chose. On avait en tête, bien sûr, la question de la couleur de peau, des phénotypes, et pas du tout la question apparence physique, ça voulait dire la question des gros. En 2001, on n'y pensait pas. Et depuis, évidemment, on a réalisé que ça pouvait servir en effet à ça. Et c'est pour ça que la France a une législation unique, une fois de plus, au monde, mais qui n'est pas déployée, les gens ne connaissent pas trop. Aujourd'hui, donc, le livre est sorti, vous avez reçu énormément de réactions, de courriers de vos lecteurs et lectrices. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ces réactions? Je savais avant que la tyrannie de l'apparence ne concernait pas que les personnes grosses, ça je l'ai toujours su, et je n'imaginais pas par contre à quel point autant de personnes qui sont dans une norme sociale, physique, se sentent aussi concernées et se sentent pas à la hauteur physiquement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment surpris. Enfin, quand j'ai fait la soirée de promotion du livre, il y a des femmes qui sont venues me voir et qui honnêtement rentrent dans tous les critères que la société tolère, femmes très très bien, et qui ont pris mon livre et qui après m'ont écrit et qui m'ont dit tu ne sais pas à quel point j'ai l'impression que tu parles de moi, et ça c'est quelque chose qui est assez terrible en fait.
Je sais qu'on n'a pas besoin d'être grosse physiquement pour penser qu'on est grosse. Je sais qu'on a tout un regard qui est déformé de la réalité, en fait, comme si on avait une sorte de miroir déformant. On ne perçoit pas correctement ça. Et c'est vraiment partout. Enfin, ça va de la femme qui me dit que ça fait 20 ans qu'elle se fait vomir, personne ne le sait, parce qu'elle ne veut pas perdre son travail, elle ne veut pas perdre son mari. Ça, ce sont des réalités, en fait. Et d'ailleurs, dans cette tyrannie du paraître, les gens qui se font opérer pour maigrir, jamais, ils vous mettent en avant l'argument de santé. Hein. Ils vous mettent l'argument de maigrir pour avoir du travail, maigrir pour avoir des fringues, maigrir. La question de la santé, elle est pas primordiale. Donc ça pose vraiment des questions. Et il y a tout un business d'ailleurs que vous racontez très bien qui s'est développé autour de cette chirurgie-là. Complètement. Qui est même relativement inquiétant. Oui, parce que c'est devenu une manne financière ces opérations et si avant c'était réservé à des personnes extrêmement grosses, aujourd'hui on opère presque n'importe qui en fait. En fait, on est en train de faire croire à des gens qu'on va régler leur vie d'un coup de baguette magique. Et en fait, la baguette magique, c'est quand même une amputation de l'estomac. Hein. Tout ça pour ces raisons-là, en fait. Moi, j'ai discuté avec des femmes qui me disent, j'ai perdu 30 kilos, maintenant j'ai un travail. Alors que son argument, ça devrait être, j'ai perdu 30 kilos, maintenant j'ai plus de diabète. On en est là, quoi. Merci Gabrielle pour votre témoignage. Je rappelle, je vous le recommande, On ne naît pas grosse aux éditions Goutte d'Or. Merci Jean-François Amédieux, la Société du Paraître, les beaux, les jeunes et les autres. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'avoir ouvert le débat sur cette discrimination. Merci.